Mais ce que les études montrent, c'est que quand je bascule dans ma consommation de tourisme et de loisirs, c'est comme si je devenais quelqu'un d'autre et là, dans le tourisme, les crises, c'est, souvent 1 an et demi pour s'en remettre, hein. La crise de 2008, on a mis 1 an et demi à s'en remettre, hein, ça a été vite, effacé. Il y a vraiment des produits, qui sont étonnants, hein, qu'on n'aurait pas imaginé, il y a 10 ans ou 15 ans. Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités ? Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Les tendances marketing, ça la connaît. Depuis sa salle de classe, elle observe l'évolution du tourisme, particulièrement de montagne. Elle est maître de conférences à l'Université de Savoie, chère à mon cœur. Je suis ravi de l'accueillir pour un échange expérientiel. Bonjour, Isabelle Frochot. Bonjour Maxime. Comment vas-tu, Isabelle ? Eh ben, je vais très bien, merci. Et toi? Parfaitement. Écoute, ce matin, je lisais un peu d'actualité, un article du Figaro qui parle de tous ces termes de nomadisme, staycation, tourisme responsable. Quelles sont, selon toi, les tendances en 2022 pour attaquer l'année dans le tourisme ? Alors, tu viens déjà de parler du nomadisme. C'est vrai que c'est une tendance qu'on regarde tous et puis plus globalement le staycation parce qu'effectivement, c'est des choses qui n'ont pas pu nous échapper avec le Covid. Je pense que le nomadisme est là pour rester, qui va beaucoup impacter notamment les jeunes générations, que c'est une vraie chance pour les territoires parce que c'est un tourisme qui peut se développer hors saison, dans des lieux différents et donc il ouvre beaucoup d'opportunités que d'autres secteurs n'ouvrent pas. Le staycation, je pense que c'est intéressant. Après, est-ce que ce n'est que de courte de durée et qu'à partir du moment où les frontières se réouvriront, on reverra un basculement vers l'international? Ça reste, voilà, ça reste à voir. Après, dans les tendances qu'on observe, c'est vrai que globalement, il y en a qui existaient déjà, qui se renforcent, qui se redéveloppent, qui se redéfinissent. C'est le wellness et plus globalement le ludisme et l'authenticité qui sont finalement des grands, grands classiques du tourisme, mais qui, au fil des ans, sont toujours là, se réinventent et sont très présents. Et puis alors, ça a été renforcé par le Covid. C'est vrai que la nature, les grands espaces, c'est vraiment c'était des valeurs montantes de la consommation touristique avant le Covid et là, le Covid leur a donné lui a donné à la nature un coup de boost incroyable avec une consommation, très, très forte dans ce secteur-là. Et puis plus globalement aussi, ce qu'on remarque beaucoup ces dernières années, alors, avec le Covid, ça a été peut-être un peu réduit, mais ça repartira, c'est tout l'accès au fantastique. C'est-à-dire qu'on voit que les sociétés actuelles ont été, très marquées par la culture du fantastique, que ce soit à la télévision, sur les romans et cetera. Et c'est vrai qu'on le voit maintenant, s'immiscer dans l'offre touristique, que ce soit à travers comment dire? Les décors de Harry Potter à Londres ou, Oui, Hobbiton en Nouvelle-Zélande ou, les gens qui vont se ruer en Irlande, ou à Dubrovnik pour, j'avais voilà, vu retrouver Dubrovnik avec Game of Thrones, ouais, tout à fait. voilà, hein, donc c'est vrai que même, tout ce qui est fantastique, voire digital, hein, on a le musée, d'art digital au Japon, on a les e-sports le e-sport qui est en train de devenir un phénomène, mondial, Oui. qui attire des foules, très importantes. Donc c'est vrai on a toute une autre dimension du tourisme qui est un peu hybride, on va dire, en tout cas, qui se développe sur des modes et des prestations qu'on n'avait pas auparavant et que je trouve très intéressantes. Oui, complètement. Mais c'est vrai que, on en entend de plus en plus parler. Le e-sport, j'ai découvert récemment que Mmh. c'était assez fou qu'il y avait des vraies stars dans le e-sport et que les gens, Ouais, pouvaient se déplacer pour un événement comme on va voir, un match de foot, on va voir, une compétition de de e-sport. J'ai trouvé ça surprenant, ouais. oui, tout à fait. Et le tourisme, durable et responsable, j'en ai déjà pas mal parlé, dans des hors-séries sur les premiers épisodes, mais quel positionnement il a et surtout quel avenir il a? Est-ce que peut-être le covid a eu un impact, dans un sens ou dans l'autre par rapport à ce sujet? C'est peut-être un peu tôt pour dire pour l'instant.
Moi, je pense qu'on ne devrait faire que du durable, on devrait l'instaurer à tous les échelons de la prestation touristique. Mmh. Après, force est de constater et la vérité, c'est que les clients sont souvent pas encore prêts à faire cet effort-là quand il s'agit de consommer Ouais. un service qui relève de la sphère de l'hédonisme. Mmh. C'est-à-dire qu'autant je peux me contraindre, je peux même très volontiers faire beaucoup d'adaptations dans mon quotidien, mais ce que les études montrent, c'est que quand je bascule dans ma consommation de tourisme et de loisirs, c'est comme si je devenais quelqu'un d'autre et là, tous mes vœux pieux, on va dire, s'envolent en éclats, et on voit que les gens ont beaucoup de mal à répercuter ça dans leur consommation touristique. Ouais. Alors ça va évoluer, je suis pas non plus, hyper pessimiste, j'aime bien le slow tourisme. Je trouve que c'est peut-être une façon d'amener les gens à une consommation différente, à repenser, le voyage comme faisant une partie intégrante, des vacances, par exemple, à se déplacer en train plutôt qu'en avion et cetera. Ouais. Être plus sur une consommation locale, mais c'est vrai je pense qu'on a encore une marge de manœuvre, énorme, et il faut vraiment réussir à faire évoluer les comportements. Mais c'est vrai qu'en effet, il y a un peu ce paradoxe, où je peux, trier mes déchets, je parle même de mon cas personnel, hein, faire tous ces efforts au quotidien, dans mes achats, bien choisir, vivre local. Par contre, je prends un avion pour aller au bout du monde, sur mes, 2 ou 3 semaines de vacances annuelles et là, j'hésite pas, je consomme dans tous les sens et je regarde plus du tout. C'est assez fou en effet, ces réactions, humaines. Qu'est-ce qui justifie ça selon toi? Pour l'instant, on n'a pas encore tout percé. Il y a une étude qui est très, très intéressante par, Dolnicar et Juvinard, qui sont des chercheurs australiens, et eux, ils ont étudié, des personnes qui travaillaient dans des ONG toujours tournées vers l'environnement. Donc par définition, des gens qui avaient, voilà, un intérêt, une sensibilité à l'environnement qui était, définie de par leur engagement auprès de l'ONG, et en fait, même ces personnes-là, quand tu les observes dans leur comportement de vacances, ils sautent aussi, ce sont les premiers à sauter dans un avion. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment, presque une dissociation entre ce que je suis dans mon quotidien, et quand je pars en vacances, je bascule dans une sphère qui est et comme je disais tout à l'heure, hédonique, qui est, comment dire? Rythmée par le plaisir et l'absence de contraintes. Le tourisme, c'est la liberté. Ouais. C'est là chez moi, j'ai envie de faire ce que je veux, quand je veux, au moment où je veux le faire, et du coup, on est très, très, comment dire? Sensible à l'absence de contraintes. Mmh. OK, j'ai travaillé dur pendant toute l'année, maintenant j'ai quelques semaines de vacances, je me suis payé un billet pour aller au bout du monde. Laissez-moi tranquille, je fais, un petit peu ce que je veux et et personne qui est là pour me contraindre. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est beaucoup de gens le voient comme une récompense et puis comme une sphère où, vraiment tout n'est que plaisir, si j'ai envie de me lever tard, je me lève tard, si j'ai envie de déjeuner à 14 heures ou à 16 heures, voilà. Mmh. Je n'ai pas envie d'avoir des contraintes, j'ai envie vraiment de me faire plaisir, d'être avec mes proches, et que ce soit moi qui définisse le rythme et le contenu de mes vacances, et non que ça me soit imposé par l'extérieur. Ouais, je vois. Ah, c'est hyper intéressant. Écoute, bonne introduction sur, les tendances, 2022 pour, débuter l'année, avec toi Isabelle et qui es-tu un petit peu si tu peux nous raconter, ton parcours et qu'est-ce qui nous amène à échanger aujourd'hui? Alors, mon parcours, il est assez classique au départ, hein. J'ai fait un bac B à l'époque, c'était un bac en économie, Mmh. et du coup, j'ai fait des études en économie, parce que j'étais déjà très, très intéressée par le tourisme. C'était déjà ce que je voulais faire, mais comme il me manquait des langues étrangères, je pouvais pas, rejoindre certaines universités. Du coup, j'ai attendu jusqu'à faire un DESS en économie du tourisme à Aix-en-Provence, et puis, à la fin de mon DESS, j'ai décidé de partir pour un tour du monde. J'ai pas été bien loin parce que je me suis arrêtée à la première étape en Écosse, pendant 10 ans. Ah oui. Donc autant dire que le tour du monde, tu oublies. Mais par contre, j'ai passé des moments extraordinaires. J'ai vécu dans les Highlands pendant, 1 an et demi, et puis, suite à quoi finalement je me suis, rendue compte que la recherche m'intéressait, et du coup j'ai obtenu une bourse de thèse pour faire une thèse à l'université de Manchester, Manchester Metropolitan University. Thèse que j'ai consacrée à l'étude de la construction de la satisfaction dans la consommation touristique.
Voilà, donc comment on mesure, comment on définit la satisfaction et comment elle peut se construire différemment d'un segment d'individu à un autre. Mmh. Voilà. Donc c'était une thèse que j'ai faite sur les maisons historiques que tout le monde connaît maintenant parce que si on regarde Downton Abbey, par exemple sur Netflix, bah, c'est exactement, Ah sur oui. ces propriétés-là que j'ai fait ma thèse. Ah génial. Voilà et puis, bah, après je suis restée en Écosse pendant quelques années. J'ai été enseignante, notamment à Strathclyde University à Glasgow. Puis ensuite je suis revenue en France en 2000 à l'université Savoie-Mont-Blanc et je suis, bah, dans cette université donc depuis, cette époque-là. J'ai dirigé pendant 20 ans un master en management des destinations touristiques. Puis maintenant je suis aussi responsable de la mention tourisme, c'est-à-dire, c'est plus ou moins l'équivalent de directeur des études et la mention elle regroupe 5 masters. Mmh. Voilà, en tourisme, en hôtellerie et en événementiel. Ça me rappelle dans ma jeune époque étudiante, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés il y a une Oui. dizaine d'années, quand moi-même j'étais étudiant de master à l'université de Savoie. C'est pour ça que je disais que c'est une fac qui est chère à mon cœur, en introduction. Et pourquoi est-ce que, enfin pourquoi est-ce que si tu sais l'expliquer, pourquoi est-ce que tu penses, que tu t'es lancé dans le tourisme à la base et plus particulièrement enfin même celui de montagne? Parce que je sais que c'est un des sujets que tu étudies Oui. particulièrement. Déjà à titre très personnel, bah, forcément j'aimais bien voyager. Pour moi, le tourisme, c'était la découverte, l'échange entre les populations, donc et puis il y avait un côté, très riche de rencontres des cultures qui m'intéressait particulièrement. Mmh. Puis en même temps, je voyais bien que le tourisme, ça avait aussi de nombreux effets pervers, donc qui sont étudiés de longue date, hein, par les chercheurs, et les managers du tourisme et du coup, c'est je ç ça évoquait en moi le besoin d'avoir, des études et de gérer ce phénomène pour qu'il puisse quand même être, qu'il puisse avoir des retours positifs pour les territoires concernés. Alors après la montagne, moi j'ai commencé à travailler sur la montagne à partir du moment où je suis arrivée à Chambéry, donc en 2000 et j'ai longuement travaillé sur les stations. Moi j'aime bien la montagne parce que c'est un territoire qui fédère, d qui a des aspects très, très différents et du coup on peut, vraiment étudier des problématiques très différentes, sur un même territoire de montagne. Et puis j'ai ayant beaucoup, comme je disais, travaillé sur les stations, ça m'a apporté beaucoup de connaissances sur les clientèles des stations. J'avais un petit peu l'impression d'en avoir fait le tour et puis surtout de ne m'être arrêtée qu'aux stations et qui sont et peut-être un peu trop restrictives pour étudier vraiment l'univers de la montagne. Donc depuis quelques années, j'ai aussi travaillé sur les refuges. Là, je travaille sur l'itinérance et puis, les 2 années à venir, je vais travailler sur les primo-visiteurs. Les gens qui n'ont, en fait, jamais été à la montagne ou qui n'ont pas de culture de la montagne et je vais travailler sur les mécanismes qu'on peut développer pour les acculturer, hein, comme on dit souvent. En tout D'accord. cas, leur fournir les des compétences et pour qu'ils puissent apprécier la montagne, d'autant mieux. Mais c'est quoi l'objectif derrière? C'est de les sensibiliser aussi au respect de cet environnement plus fragile? Tout à fait. Ouais, il y a plusieurs objectifs en fait. Il y a effectivement ça, les engager à respecter un environnement qui, par définition est très fragile. Mmh. Il y a aussi des questions de sécurité et puis il y a tout simplement des questions de respect. L'univers montagnard, il doit aussi on doit apprendre à le respecter, on doit apprendre à redescendre ses déchets, on doit apprendre à savoir comment utiliser, une carte, des directions, des chemins et cetera. Il y a des choses qui nous paraissent totalement évidentes quand on est des montagnards ou des gens qui habitent dans le coin. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'un primo-accédant, il a aucune compétence et il a besoin qu'on l'aide à les acquérir. Mmh, c'est amusant, j'ai plein de clichés qui me viennent à Oui, l'esprit quand ouais, on en a quand tu tous, je crois. quand tu parles de ça. Et alors justement, c'est quoi, toi qui étudies ça de près, les tendances de consommation maintenant du tourisme de montagne? Est-ce qu'elles ont beaucoup évolué? Est-ce que le touriste, il cherche encore quelque chose de dépaysant dans le tourisme de montagne? Est-ce qu'il veut quand même du confort? Voilà, comment est-ce qu'on le consomme ce tourisme-là? Alors, ouais, alors tout dépend de quel type de tourisme on regarde en montagne, mais c'est que tu parlais de confort. Ce qu'on remarque quand même dans les études depuis de nombreuses années, c'est qu'il y a besoin de confort, c'est Ouais. c'est indéniable, que de plus en plus on a face à nous des clientèles qui sont essentiellement, issues de milieux urbains, Mmh. et surtout de plusieurs générations de milieux urbains. Ce qui fait qu'elles n'ont pas eu, on va dire une initiation, une introduction à la montagne, la nature et cetera, comme, les générations précédentes pouvaient l'avoir. Du coup, c'est quand même des clientèles, on le voit qui ont une grande appétence pour un certain niveau de confort. Ouais. Après,
Ça ne les empêche pas d'être curieux, de vouloir découvrir la montagne, mais c'est vrai que, ça reste, une des clés d'entrée pour un grand nombre de visiteurs, hein. Je parle pas, par exemple, Bien des sûr. alpinistes qui, eux, sont chevronnés, sont capables de dormir dans des conditions diverses et variées. Voilà, mais eux, ils ont beaucoup de compétences, ils ont une grande connaissance de la montagne et ils peuvent, entre guillemets, «se le permettre». Ouais, ouais. Mais c'est vrai pour l'ensemble des clientèles, c'est pas le cas. Ouais, si je le synthétise un peu ton je sais pas si on peut le dire comme ça, le mass market, tourisme de montagne, c'est de l'urbain, du citadin qui un peu Mmh. transpose ce qu'il a connu en ville et qui veut retrouver quelques Ouais. critères de confort, à la montagne, en acceptant bien sûr qu'on soit plus haut et qu'il fasse plus froid et quelques contraintes. Voilà, ouais, ouais. Après, je crois il y a un élément à la montagne qu'il faut surtout qu'on oublie parfois quand on est, on va dire, tellement impliqué dans son développement et dans son marketing, c'est que la montagne, c'est un univers sauvage. Il y a plus beaucoup d'univers sauvages, en Ouais, fait, quand on complètement. réfléchit vraiment purement sauvage et c'est vrai que la montagne en fait partie et ce qu'on sait à travers des études qui sont montées depuis des qui ont été développées depuis des années, c'est que les univers sauvages, ils créent beaucoup d'humilité auprès des pratiquants. D'accord. Et quand on se retrouve entouré par un univers qui est très, on va dire, très puissant, hein, très imposant, Ouais, positivement imposant, mais malgré tout imposant, heu, en fait, ça invite les consommateurs à se repositionner dans l'univers, à reprendre conscience de leur place, de leur petitesse quelque part par rapport à la puissance de la nature. Et ce qu'on voit dans les études, c'est que c'est très bénéfique à une remise en question, une transformation et des vacances qui vraiment vont être, très ressourçantes parce qu'elles auront, poussé les gens dans leur retranchement et les auront poussés à remettre peut-être en question, certains modes de vie ou en tout cas prendre des décisions sur leur vie qui leur seront très bénéfiques. ouais, c'est presque enfin, c'est même carrément éducatif comme, comme type de tourisme quand on le voit comme ça. Ouais, c'est extrêmement, intéressant et est-ce que, le, le covid, a eu aussi un impact sur le tourisme de montagne et pas que? Est-ce que enfin, j'aimerais vraiment comprendre ce que ça a pu changer dans notre manière d'approcher. Moi, à titre personnel, j'ai complètement revu ma manière de voyager, et de consommer, donc je me demande si déjà tu disais tout à l'heure, il y a peut-être pas encore suffisamment de recul, mais déjà en montagne, tu vois des choses? Alors sur la montagne, ce qui est un tout petit peu compliqué, c'est qu'on a eu une saison d'hiver complètement tronquée. Ouais, Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Bon, ce qu'on voit là quand il a neigé en fin novembre, en décembre, c'est qu'on a eu un la montagne a été prise d'assaut avec, forcément des gens qui étaient frustrés de ne pas avoir skié depuis longtemps. bien sûr, surtout que l'année dernière, du coup, les stations étaient fermées en 2020-2021, ouais. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une question qu'on se posait, on sait quand même qu'on arrive un peu à maturité sur le marché français dans le ski et on s'interrogeait sur le fait que, l'absence de ski, par exemple, pendant des gens qui n'auraient pas fait de ski depuis 2 ans, admettons qu'ils avaient prévu mars 2020 et ils n'ont pas pu, est-ce qu'ils reviendraient au ski? Voilà, bon là, pour l'instant, il semble y avoir un engouement qui ne se démentit pas, mais ce qui était le plus intéressant, c'était l'été. Parce que alors peut-être un petit peu moins cet été, mais l'été dernier, on a eu un engouement pour la montagne, voire presque trop fort, hein, dans certaines zones où on a dû quand même un peu réglementer, mieux informer parce qu'on voyait tout type de comportement et puis, bah, comme on disait tout à l'heure, hein, la montagne quand même, il faut la respecter, personne ne redescend, tes déchets pour toi et cetera. Donc on a quand même vu un engouement, très, très fort qui nous interroge beaucoup sur, ce que l'on doit ou pas gérer. Ouais, bien Est-ce sûr. qu'on doit limiter? Est-ce qu'on doit mettre des quotas? Est-ce qu'on va finir comme, le parc national de Banff au Canada qui n'arrive plus à gérer ses visiteurs? Voilà, ça nous a quand même, forcé à nous poser des questions sur certains territoires de montagne. Et en Mais effet ça n'est oui, pardon. non, la ce que dans ce que tu racontais, c'est vrai qu'on parlait de montagne, moi-même, alors pourtant je suis quand même de cette région, j'ai tout de suite l'image montagne-hiver, mais on oublie trop souvent qu'il y a aussi montagne-été et que du coup, peut-être que la montagne, si elle subit, trop de tourisme tout au long de l'année, elle est pas capable de gérer cette quantité-là parce qu'elle a aussi besoin de se renouveler et Se donc en effet, il y a régénérer. peut-être un besoin de contrôler, j'en sais rien, ou d'encadrer. Bah, en tout cas, bon, là, il faut attendre un peu, que le on va dire que ça redégonfle parce qu'en fait, il y a quand même eu un effet covid là sur la montagne été Mmh, qui est indéniable. Cela dit, la montagne été, c'est quand même un territoire qu'on a beaucoup de mal à vendre depuis de nombreuses années et ça, c'est problématique, hein. Et
Alors, moi, je suis pas inquiète dans le long terme parce que dans le long terme, c'est un des seuls territoires où on aura encore sans doute de l'air pur et de l'air frais Oui, et en fait, ce qui est peut-être a pu limiter les gens pendant une certaine période, va vite se retrouver comme étant des atouts, principaux et majeurs et très attractifs pour la montagne l'été. Donc je suis pas inquiète, dans le long terme, mais je pense que ce qui est important à travers, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place sur la montagne l'été, c'est de pouvoir recréer de l'attachement à la montagne. Parce que autant il y a un attachement au ski et à la pratique du ski et à la montagne hivernale, autant sur l'été, l'attachement des Français est peut-être un peu moins fort et que c'est là-dessus qu'on devrait davantage travailler. d'accord. Que des gens qui viennent, qui développent un véritable attachement à l'univers montagnard, à ses valeurs, à son storytelling, voilà et vraiment recréer, un attachement émotionnel à ce territoire qu'on a un petit peu perdu au fil du temps et qui mériterait, je pense, d'être travaillé. Après, on parle beaucoup de 4 saisons. Moi, j'y crois pas trop pour la montagne, je Mmh. vais être franche. Moi, je crois que si déjà on retravaillait très, très bien l'été et qu'on arrive à recréer cet attachement, je pense que ce serait déjà je pense que c'est l'objectif principal et après on trouvera bien moyen de grignoter, en marge sur, l'été indien à la montagne ou le réveil des marmottes au printemps. On Ah oui. trouvera bien des idées intéressantes, et intelligentes pour attirer les gens, mais c'est surtout redresser l'été qui est important. Mais c'est ça qui est fou, il y a un paradoxe entre marketing et tourisme durable. À la fois, on veut attirer des gens et en même temps, il faut, protéger cet environnement extrêmement fragile et qui est un indicateur pour moi, le la montagne, c'est le premier indicateur de Oui. dégradation, du climat et de l'environnement. Donc c'est difficile de trouver la bonne balance entre comment est-ce qu'on attire suffisamment de monde pour qu'on puisse développer cet environnement-là, mais pas trop pour pas le dégrader. Bah, c'est le tourisme, il détruit ce qu'il, cherche, globalement, hein, si on Oui, veut, donc en fait, quand on vient chercher quelque chose, pour, que ce soit un paysage, un bien patrimonial ou autre, en général, c'est la fréquentation touristique qui va détruire la raison même de son existence. C'est voilà, donc ça a toujours été le problème du tourisme ça. oui, oui. Heu, mais voilà et après réglementer, mettre des quotas et cetera, c'est des questions qu'on a en débat depuis longtemps. Mais il faut reconnaître que le tourisme, c'est mondialement entre +5 et +7 par an. Bon, hors Covid, hein, je vais pas, Bien sûr. c'est pas la peine de faire des statistiques dans le Covid. Mais même quand on regarde pendant le Covid, on a perdu une grande partie de notre demande internationale en France, par exemple. Et pour autant, on a eu ponctuellement des zones qui étaient, totalement en over-tourisme parce que les Français sont rabattus sur des destinations françaises. Donc, on voit bien quand même qu'il y a une demande pour le tourisme qui était très, très élevée, Oui. très forte, très dynamique, hein, dans le tourisme, les crises, c'est, souvent un an et demi pour s'en remettre, hein. La crise de 2008, on a mis un an et demi à s'en remettre, Oui. hein, ça a été vite, effacé. Donc on a une résilience du tourisme qui est très, très puissante et le tourisme reflète l'évolution économique des pays. Donc plus la planète s'enrichit, plus on a une demande pour le tourisme. Donc en fait, c'est le reflet de la croissance, le tourisme. Et du coup, bah, oui, il va bien falloir à un moment donné qu'on régule parce que chaque année, on a plus de tourisme, que l'année précédente. Mmh, ouais, c'est extrêmement intéressant. Et alors justement, comment est-ce que tu imagines le tourisme de demain? Si maintenant on devait regarder un peu dans le futur, post-Covid, quelques années, à toi de me dire quand. Et quel est ouais, un peu le rôle de l'humain dans tout ça? Comment est-ce que ça va se développer? Alors, moi, je pense que l'humain, il a toujours été bien sûr au cœur du tourisme. Je pense qu'il est, plus important que jamais et je pense qu'il faut absolument le comment dire? Bien comprendre quelle est sa valeur, son rôle dans les expériences et c'est pas juste, un prestataire qui va, comment dire? Livrer un service. C'est aussi un humain, quelqu'un qui habite dans le coin, qui a, toute une histoire à raconter sur lui, sur son territoire, sur les valeurs de son territoire et je pense que souvent, ça, on l'oublie et c'est particulièrement important. Peut-être une tendance qu'on a remarquée ces dernières années qui est assez intéressante, c'est on peut l'appeler Live like a local. C'est tous ces guides, bah, il y a des guides SDF à Londres, il y a des guides, ex-drogués ou C'est ça, ex-prostituées ouais. à Copenhague, il y a vraiment des produits, qui sont étonnants, hein, qu'on n'aurait pas imaginés, il y a 10 ans ou 15 ans, Ouais. qui sont en train de se développer et en fait qui sont là aussi en réponse au fait que les clientèles du XXIe siècle, les touristes du XXIe siècle, eux, ils ont envie de zipper la destination
rentrer dedans de façon très frontale et Oui. vraiment voir qu'est-ce qu'elle a dans, on va dire, dans le ventre, cette destination. Voilà, au quotidien, être à Copenhague, c'est quoi? Voilà, et ou à Londres ou ailleurs. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et dans la montagne, c'est pareil, hein. Souvent, bon, on parlait de montagne, mais on pourrait parler d'autres territoires, mais on a tendance, quand on est, impliqué dans un territoire, à ne plus voir, quelles sont nos ressources. Et c'est vrai que des choses qui nous paraissent évidentes, simples, coutumières, usagères, en fait, on a tendance à complètement les zapper quand on réfléchit à une offre touristique. Alors qu'en fait, c'est souvent là qu'on peut trouver toute une richesse d'échanges. Les touristes, ils sont très ouverts. Mmh. Ils ont vraiment envie de rencontrer le territoire, rencontrer les gens qui y vivent, et ils ont une curiosité, on va dire, positive, intéressée, et qu'il faut savoir cultiver. Ouais, ouais. Ouais, c'est très, très intéressant. Je passe sur un autre sujet. Je sais que tu as étudié et travaillé sur le marketing expérientiel. Oui. Il y a d'ailleurs un livre que tu as coécrit, on va en parler dans quelques instants. Tu pourrais, nous introduire ce sujet de l'expérientiel et du marketing expérientiel? Moi, mon sujet, c'est le luxe expérientiel et il y a quelques parallèles, même très forts parallèles avec le marketing expérientiel. Oui, alors, l'expérience client, hein, c'est un terme qui a été, très, très utilisé, hein, ça n'aura échappé à personne, hein, ces Ouais, dernières années. Marketing expérientiel, l'idée étant, au départ que, on doit concevoir qu'une prestation n'est plus simplement la vente d'un produit ou d'un service, mais qu'on va vendre tout un élément, toute une on va dire des un ensemble de services, une ambiance, une prestation, qui va être vécue par le client à travers son ressenti. Donc en fait, on réfléchit beaucoup plus en termes d'émotions, de sentiments et de ressentis, avec l'idée que ce qui est important, c'est ce que je vais faire vivre à mon client. bien sûr. C'est pas tant le service avec lequel il va repartir. Bien sûr, il y aura un service à travers ce qu'il va vivre, mais c'est surtout ce qu'il aura pu vivre, comment il aura pu raisonner émotionnellement à ce que je lui ai, proposé. Et alors ça nous intéresse particulièrement parce qu'on sait que cette notion d'émotion et de résonance, elle est intimement liée à la mémorabilité, de l'expérience. C'est-à-dire qu'on va se souvenir des expériences qui nous auront impactés émotionnellement. Le marketing expérientiel, il a pour vocation de vraiment faire vivre des expériences impactantes, à ses clients, pour justement pouvoir, alimenter cette mémorabilité, hein. Il y a une grosse différence entre une expérience mémorable et une expérience satisfaisante. Satisfaisante, c'est: «OK, je peux peut-être te mettre 10 sur 10 à ton questionnaire. Oui, le service était bien fait, mais encéphalogramme plat». D'accord? Et si tu me redemandes dans un an, j'aurais complètement oublié. Mmh. Alors que, l'expérience et le marketing expérientiel, lui, il s'intéresse à des expériences en pic, où on va réussir à faire vivre vraiment des émotions, on va réussir à toucher les gens, et où on sait qu'1 an, 2 ans plus tard, il y a une résonance au niveau de la mémorabilité. Et puis entre-temps, bien sûr, l'autre résonance qu'on observe, bah, c'est sur les réseaux sociaux. Si tu me vends une expérience, voilà, qui m'aura impacté, je vais être d'autant plus enclin à la diffuser et à Je deviens communiquer. moi-même, l'ambassadeur de Oui, ta destination, ouais. tout à fait. Et l'émotion en effet un terme clé et si je fais, des parallèles et des liens, on pourrait en effet, complètement envisager un marketing expérientiel aussi autour du durable et pourquoi pas du tourisme de Bien montagne sûr. pour sensibiliser Oui. cette population à travers des expériences et j'imagine que d'ailleurs c'est certainement ce qui est déjà en train d'être fait. Ouais, oui. Il y a des bien sûr, et puis il y a de plus en plus de consultants qui travaillent très bien sur l'expérientiel, et dans plus en plus de territoires qui mettent en place des, je pensais c'est le territoire de Morlaix en Bretagne qui a travaillé sur une série d'expériences, à proposer à ses prestataires en à guise d'exemple, et puis à encourager d'autres prestataires à mener des expériences similaires. Et c'est vraiment intéressant de voir, pour faire des bonnes expériences, il faut quand même être assez créatif. C'est-à-dire, faut pas hésiter à sortir du cadre, il faut pas hésiter à finalement se dire qu'on a des prestations qui semblent être assez lambda, qu'on peut retricoter, on va dire, et redessiner sous forme d'expérientiel. Et en fait, ça invite à revoir son territoire, revoir ses prestations si on est une entreprise, les redimensionner, pas un peu comme un Rubik's cube, hein. Ouais. On va les tourner un peu dans tous les sens et essayer de voir, avec sous quel angle on peut redévelopper des expériences pour les expérientialiser, si on peut le dire comme Mmh. ça. Voilà. Et puis, bien garder à l'esprit que l'expérience, ça se construit avant,
On a parlé bien sûr là du pendant, mais ça se construit avant, on communique dessus. Peut-être qu'il faut donner des compétences en amont à ses clients, sous forme d'empowerment, hein, et puis ça se cultive aussi après, bien sûr. Donc c'est tout un il y a une certaine dynamique dans l'expérience, qui est particulièrement intéressante. Ouais. Je te posais toutes ces questions parce que du coup tu as coécrit, c'est ça, un livre avec, We Dead Batat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le livre lui-même? Ce qui t'a en tout cas amené à l'écrire ou juste le coécrire? Ah bah, et oui, avec, Wided, elle avait travaillé aussi sur, le marketing expérientiel, donc on a travaillé sur cet ouvrage, parce qu'en fait, on voulait, poser sous forme d'une série de chapitres, les bases de ce qui nous semblait, important dans le marketing expérientiel. C'est un champ qui est quand même assez large, en fait, et puis même si on a bien sûr, tout le monde connaît Pine et Gilmore, l'ouvrage de 2000, en fait, on a beaucoup de recherches universitaires, qui se sont, intéressées à cette notion d'expérience depuis très longtemps, donc on a quand même un bagage de connaissances, particulièrement riche et qu'on a voulu, redévelopper, sous forme d'un ouvrage, synthétisé avec, des exemples divers et variés. Je trouve ça passionnant d'avoir toute cette, connaissance théorique que toi tu viens apporter avec, moi mon quotidien beaucoup plus opérationnel et même les invités que je peux avoir d'habitude. Je trouve que ça complète vraiment la vision et d'ailleurs, tu pourras dire à Wizet Batat que je serais ravi de l'avoir aussi pour, parler de son livre et son livre Luxe et expérience client, j'en parle très régulièrement, je le cite souvent parce que moi je l'ai trouvé vraiment, vraiment passionnant. Donc à Très l'occasion, pour bien, continuer cet épisode, bien sûr, on en fera un bien sûr. avec Wizet Batat. Ouais. C'est passionnant et sur ton parcours, peut-être si on revenait un petit peu sur toi, ta vie, ton expérience, hem, si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que toi, il y a des choses que tu ferais différemment? Peut-être soit sur ton parcours académique, est-ce que finalement tu finirais ce tour du monde? Voilà un peu une rétrospective de la vie d'Isabelle Frochot. Est-ce que je changerais quelque chose? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, est-ce que non, je ne sais pas si je peux répondre à cette question. La vraie pensée que je peux pas vraiment dire publiquement, c'est: «Est-ce que j'aurais dû rentrer en France?» Ouais, quand je l'ai fait en 2000. bien Et sûr. ça, c'est une question, que j'ai toujours. Moi, j'adore vivre en France, j'adore mon pays, je veux dire, j'ai aucun problème là-dessus. Mais j'ai trouvé quand même, quand je vivais, il y avait un élément que j'aimais beaucoup quand je vivais en Grande-Bretagne, c'était l'ouverture d'esprit. Bien sûr. Et on nous encourageait toujours à être créatifs, à essayer. L'échec n'était pas si grave que ça, et think outside the box, c'était vraiment l'élément clé, et moi, comme je suis comme ça me convenait parfaitement. Et parfois, je trouve qu'en France, on est encore un petit peu trop classique et on C'est vrai. mériterait de, mais je crois que c'est en train de changer. Bah, peut-être que justement le voyage aussi, il permet d'ouvrir ses états d'esprit. Le Français qui voyage, il va Oui, s'imprégner de ces cultures, exactement. anglo-saxonnes puisque c'est celle dont tu parles, mais de comme plein d'autres, à travers le monde. Oui, 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 et ça, de toute façon, on le voit, hein, dans les jeunes voyagent beaucoup plus maintenant, les nouvelles Ouais, générations. Quand on voit les statistiques sur les taux de départ en vacances des nouvelles générations qui arrivent sur le marché, moi, je trouve ça extraordinaire. Quand je vois l'explosion des années de césure, quand je vois la façon dont les échanges universitaires se sont développés, ça ne peut être qu'une bonne chose. Et moi, j'ai une anecdote, qui va faire doucement rire beaucoup de gens, mais quand je suis arrivée en Écosse, quelques jours après mon arrivée, j'ai voulu, me restaurer dans un petit café, et ils m'ont servi un burger, et ils m'ont dit: «Vous voulez de la moutarde?» Et ils avaient la fameuse moutarde anglaise dont ah j'ai oui, oublié le nom, qui est assez forte, et moi, tout je viens de jaune Dijon. fluo là, Voilà, c'est ça. ouais, je vois. Et moi, venant de Dijon, j'avais toute mon arrogance, bien française, et je me suis dit: «De toute façon, il y avait que les Dijonnais qui savaient faire de la moutarde», et j'en ai Mmh. mis 2 cuillères à soupe, bah, presque, hein, peut-être pas autant, mais pas loin. Et quand j'ai mangé mon burger, je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie, tellement il était piquant, et ce jour-là, j'ai beaucoup appris. Voilà, et ce jour-là, ça m'a bien bien remis à ma place, et je me suis rendu compte que le voyage allait me faire beaucoup de bien, allait me montrer, m'ouvrir l'esprit sur beaucoup d'autres choses, et comprendre qu'on pouvait faire les choses différemment, et voilà, et que j'avais pas que la science infuse. Bon, j'étais jeune aussi, mais le voyage, c'est ça, quoi. Le voyage, c'est l'humilité complètement, Voilà, exactement, et je pense que c'est une des meilleures choses qu'on puisse faire dans sa vie, c'est de vraiment aller voyager, aller à l'encontre des autres cultures, bien sûr. à la rencontre des autres cultures, pardon. Et puis il y a ce point intéressant que toi tu as dû complètement expérimenter. Je me souviens, Laurent Branever dans un épisode précédent disait, ce qui est génial quand tu vis et travailles à l'étranger, c'est que tu as toujours l'impression d'être en vacances.
Ah, Parce que tu entends d'autres langues, tu rencontres d'autres cultures et donc il y a pas cette sensation de travailler, en fait, de vivre son quotidien, ce que tu pourrais avoir, en France. J'aimais beaucoup ce point-là. ah oui. Alors je sais pas si je l'avais vécu comme ça, mais moi ce que je trouvais quand tu vis à l'étranger, c'est qu'il y a toujours beaucoup de choses à découvrir. Tu es toujours dans la découverte et je trouvais ça, très, très riche et puis moi j'aimais bien être mise en question, j'aimais bien que voilà, qu'on me mette un peu, à vivre mon système de valeurs pour en découvrir un autre et ça m'a fait, énormément de bien et j'ai vraiment apprécié, tout ce que j'ai appris dans mes voyages. Ouais, complètement. Une question à laquelle je suis sûr que tu auras beaucoup de de réponses et propositions. J'aimerais que tu nous recommandes un livre, pas forcément en lien d'ailleurs direct avec nos sujets, mais en tout cas, un livre qui toi t'a touché et peut-être que tu lis et relis régulièrement. Ouais, alors, il pourrait y avoir des livres universitaires parce qu'il y en a que, voilà, que j'apprécie, mais je vais pas en donner un dans mon domaine. Je vais dire Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. C'est un livre qui m'a je l'ai lu la première fois et je l'ai pas compris, je vais être franche Mmh. et puis voyant que beaucoup de gens le citaient, je me suis dit: «Bon, passer à côté de quelque chose», donc je suis retournée le chercher et je l'ai relu et là effectivement cette fois-là, il m'a impactée et j'ai trouvé qu'il m'a beaucoup appris sur, ma capacité à me poser. On Ouais, vit dans un monde, qui est toujours de plus en plus rapide, où on nous demande toujours, plus que la veille et où il faudrait être partout et être parfait partout et c'est vrai que moi, je trouvais que c'était très, très stressant et ce livre, il m'a appris à me reposer, et me recentrer et j'y pense souvent et ça me permet dans les périodes de surcharge de me recentrer et de retrouver, un rythme qui est le mien et de pouvoir un peu m'extirper de ce désordre fou des sociétés actuelles, on va dire ouais. et de retrouver du sens et de la direction. Mmh. Ouais, d'être dans la pleine conscience et dans l'instant présent. Ouais. Ouais, super. Et est-ce que tu as de ce livre ou d'un autre peut-être une citation favorite, un peu le mantra que tu te répètes régulièrement? Ah! Alors moi, je suis une angoissée, donc j'en ai un qui me va bien, c'est «L'avenir est un serviteur lent mais fidèle» de Luca, voilà et c'est vrai que j'y repense quand même parce qu'effectivement, moi, je suis, plutôt speed et toujours à m'inquiéter de tonnes de choses, donc c'est vrai que parfois se dire que bon, bah, voilà, ça on laisse passer, puis on verra bien de quoi est fait demain, bah, ça aide aussi. Ouais, c'est Et vrai. puis dans la recherche, nous on est dans la alors je ne vais pas dire qu'on est dans la lenteur parce que c'est pas vrai, mais quand même on est dans la réflexion, qui va voilà, Ouais, qui bien va se sûr. développer sur plusieurs années, on a besoin de temps, donc c'est vrai qu'on ça fait écho à la vie d'un chercheur, ça aussi. Ouais, complètement. Il y a beaucoup d'apprentissage. J'espère qu'en plus du marketing, ce sont des choses que tu transmets à tes étudiants parce que c'est tout aussi important pour qu'ils se construisent. Oui, 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 tout à fait. Et Isabelle, après toi, qui est-ce que tu aimerais, voir invité sur, Hospitality Insiders pour parler de tous ces sujets, aussi d'excellence de service parce que c'est quand même la spécialité de ce podcast. J'ai déjà Oui, cité Willette Batat, mais tu peux oui. la reciter elle ou quelqu'un d'autre. Alors, moi j'aime bien, Anne Gallienne qui est u à l'agence Pop Rock, qui Mmh. est une agence de consulting. Et notamment parce qu'elle a été impliquée dans un magazine, que tu dois connaître qui s'appelle Les Passeurs, Ouais, qui est un magazine qui cherche à vraiment, bousculer les codes et à pousser la réflexion, bien plus loin, notamment sur les univers de montagne, mais pas que. Et dans le premier numéro, il y avait toute une partie sur, le tourisme de demain et la façon dont on allait pouvoir impliquer les touristes dans des actions, locales. Où voilà, où les touristes allaient, on va dire pendant 1 ou 2 journées de leurs vacances, s'impliquer, dans une action locale pour aider les communautés à nettoyer leur montagne ou peu importe, hein, ou participer à d'autres niveaux et c'est vrai que je trouve ce magazine très intéressant parce qu'il fait vraiment réfléchir et je trouve qu'Anne Gallienne, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant parce qu'elle sait, réfléchir, outside the box. Voilà. écoute, je la note sur ma liste qui s'allonge à chaque épisode et que je ne pourrai jamais totalement compléter. Mais c'est passionnant en tout cas, merci beaucoup pour ça. Quelqu'un qui souhaiterait, continuer cette conversation avec toi, quel est le meilleur moyen pour te contacter? Alors, bah, j'imagine LinkedIn? Mon petit préféré. Ouais, oui, bon, enfin, alors voilà, je suis pas hyper branchée réseaux sociaux simplement parce que j'arrive pas à tout gérer. Donc LinkedIn, c'est la valeur la plus sûre pour moi et puis après c'est mon email, c'est isabelle.frochot@univ-smb.fr.
parfait. Je mettrai Voilà. toutes les références qu'on a évoquées pendant cet échange dans le podcast. Je vais te laisser le micro pour le mot de la fin, si tu avais un dernier message à faire passer aux insiders, qui sont les Ah, auditeurs de ce podcast. Quel serait-il? ne jamais arrêter d'apprendre. Donc garder sa curiosité et toujours apprendre des autres et dans la vie et à chaque jour, il y a un apprentissage et je pense que ça, c'est très important et de le faire avec un esprit ouvert. Un message fort et d'autant plus impactant de la part d'une maître de conférence. Merci beaucoup Isabelle pour ce riche moment d'échange. J'étais très content à la fois de me replonger dans mon passé étudiant et à la fois d'apprendre et parler tendance et futur avec toi. Donc merci beaucoup d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders et à bientôt. Merci, à bientôt Maxime. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon TripAdvisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.